Que savez-vous du mercure ? C'est un élément chimique, d'accord. Son nom vient du dieu romain du commerce, l'équivalent d'Hermès chez les Grecs, ok. Pour l'instant, tout le monde suit. On est sur des connaissances niveau Astrapie, de 7 à 11 ans. Il a aussi le même nom qu'une planète de notre galaxie, et c'est quand même plutôt stylé. Aujourd'hui, les noms de planètes qu'on découvre ressemblent plus au choix, soit des prénoms d'enfants d'Elon Musk, soit à un code de Wi-Fi de Livebox. Mais quand on dit le mercure, on parle de ce métal liquide qui a cette particularité d'avoir une belle couleur argentée, d'où son surnom de vif argent, à ne pas confondre avec le vif d'or d'Harry Potter. Les deux sont volatiles, mais un seul se fait courser par des ados en robe qui volent sur des balais. On l'associe souvent à son caractère toxique, grâce auquel on prend désormais la température dans l'oreille et non plus dans le Donald. Oui, c'est comme ça que j'ai dernièrement rebaptisé mon trou de balle tellement il produit de la merde. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il est toxique, le mercure était utilisé comme médicament. Bah voyons, on s'en servait pour le traitement de la syphilis, pour les plombages dentaires, comme antiseptique, d'où la marque Mercurochrome. Bref, c'était de la médecine à la Didier Raoult. D'ailleurs, lui, il vient d'être interdit d'exercice de la médecine et il se reconvertit dans la cosmétologie. Il faut admettre qu'en termes de soins soi-disant miraculeux mais aussi efficaces qu'un pansement sur une jambe de bois, il en connaît un rayon. Mais saviez-vous que le mercure a des utilisations en mécanique pour limiter les frottements de corps en mouvement, comme l'huile dans les moteurs ? Là, on dépasse le niveau Astrapie. Mais rassurez-vous, je ne vous ferai pas un cours de physique à la C'est pas sorcier, c'était simplement pour poser le décor de la controverse qui agite en ce moment l'île d'Ouessant. Alors, je précise pour les Jean-Michel nul en géo qui situent la Tour de Pise à Montréal que l'île d'Ouessant, c'est une île du Finistère Nord, peuplée de 900 habitants et 400 moutons, qui a une localisation géographique stratégique pour la navigation maritime, puisqu'elle est considérée comme à la limite entre la Manche et l'océan Atlantique, ou le golfe de Bretagne comme on aimerait le renommer ici. C'est un peu comme le Gibraltar de la Manche, mais sans l'équipe de Mario au premier regard. Les mers autour d'Ouessant subissent des courants très forts, ce qui en fait une zone de navigation dangereuse, et donc pour aider les marins à repérer l'île, on a construit non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5 phares. 5 phares sur ce petit bout de terre de 15 km². Si vous ne voyez pas ce que ça fait 15 km², pour vous donner une idée, c'est la même superficie que Chantemerle-les-Blés dans la Drôme, Semur-en-Brionnais en Saône-et-Loire ou Saint-Germain-le-Fouillou en Mayenne. À un mouton près, c'est pas une science exacte. C'est donc l'un des 5 phares d'Ouessant qui est au cœur d'une controverse, le phare du Créache, et plus particulièrement ses lentilles de Fresnel qui tournent dans un bain de mercure. Or, comme on l'a dit, le mercure, c'est comme le glyphosate, comme l'amiante, comme les néonicotinoïdes ou le coca à la vanille, il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, en 2013, a été signée par 140 pays, dont la France, la convention de Minamita, qui engage ses participants à l'abandon progressif de l'utilisation du mercure. Car quand on s'en sert mal, il s'évapore dans l'atmosphère, il est transporté au gré des vents, un peu comme les convictions de François Bayrou, et il retombe avec les précipitations. Résultat, des scientifiques de l'université de Murcie en ont retrouvé chez des manchots de l'Antarctique. Et oui, pour faire chier les oiseaux, fini les marées noires, maintenant on leur apporte directement nos saloperies à domicile partout sur le globe, et en plus par un moyen de transport écologique. Mais alors, quel est le problème des Ouessantins ? Retirer le mercure du phare, ça paraît être une bonne idée, en plus ça a déjà été fait sur d'autres phares de l'île, alors pourquoi la controverse se focalise sur celui-ci en particulier ? Encore une histoire farfelue. Eh bien, justement, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel phare, c'est celui dont le feu est le plus puissant. Pas seulement de l'île, mais carrément d'Europe. À défaut d'être champion d'Europe en foot, les Bretons peuvent se targuer d'être champions d'éclairage maritime. Yes ! Prends ça le PSG. Le Créache possède une double lentille à 8 faisceaux dont le fait est visible jusqu'à 55 km. On le voit depuis le continent, et si la Terre était vraiment plate, les étourneaux à Brest auraient assez de lumière pour lire la nuit peinard. Si, ils lisent le soir avant de s'endormir, par exemple des romans de Robert Merle. À titre de comparaison, le faisceau de la Tour Eiffel a une portée de 80 km puisqu'il est beaucoup plus haut. Mais au moins là, pas de mercure. Enfin, si, l'hôtel juste en bas. Et selon plusieurs marins et ouessantins, la préservation du puissant feu du Créache est un enjeu majeur de sécurité pour la navigation maritime. Et même si aujourd'hui les bateaux disposent d'outils technologiques performants, ça reste un outil robuste, low-tech, qui a fait ses preuves au fil des siècles et qu'on sera bien content de trouver si d'aventure des dirigeants mégalos voulaient restreindre l'accès à leurs satellites du jour au lendemain. Or, ce qui est prévu pour l'instant, c'est non seulement d'enlever le mercure, mais aussi la double lentille de Fresnel qui ne pourrait plus tourner correctement sans lui. Le tout serait remplacé par des feux LED, bien moins dangereux, plus simples à entretenir et surtout faciles à appeler en cas de détresse, les fameux appels à l'aide.
En plus, si le phare ne contient plus de mercure, il pourrait être ouvert aux visiteurs, à l'instar du musée des phares et balises qui est à son pied. Ça valoriserait le patrimoine, ça porterait encore plus de touristes, et on sait que les Bretons, les touristes, ils adorent. Plus d'Allemands en short-chaussettes Birkenstock, plus d'emballages de sandwich dans la nature, plus de phrases du style « Quand même, ça doit être galère pour se faire livrer un Uber Eats sur votre île ». À mon avis, faudra pas s'étonner si la bolée de cidre au restaurant à midi a un léger goût de mercure. Mais la conséquence, c'est que sa portée serait diminuée de 55 à 35 km. Fini la lecture pour les étourneaux. Ce serait donc à la fois la sécurité en mer, mais aussi un pan essentiel du patrimoine du phare qui serait affecté. Pour mémoire, le phare a été allumé pour la première fois en 1863 et a été depuis classé monument historique. Mais les Ouessantins ne l'entendent pas de cette oreille. Un collectif appelé Vent debout s'est constitué pour farfouiller et chercher d'autres solutions et trouver une idée lumineuse. Des systèmes de bains d'huile ou des roulements plus performants sont évoqués, mais il paraît peu probable que les affaires maritimes changent d'avis, d'autant que les felettes sont déjà payées. Et il ne s'agirait pas de faire comme Ségolène Royal avec l'écotaxe. Souvenez-vous, elle avait commandé des portiques pour ne jamais s'en servir. Facture totale du fiasco, 10 milliards d'euros. Une autre solution serait de s'inspirer du savoir-faire du Massif central, qui a découvert depuis longtemps que ce qui accompagne le mieux les lentilles, c'est la saucisse de Morteau, bien sûr. Un petit salé, et hop. Dans cette histoire, chaque camp est pétri de bonnes intentions. Se débarrasser d'une substance toxique, valoriser le patrimoine local en l'ouvrant au public, mais aussi préserver le patrimoine historique et surtout assurer la sécurité de la navigation maritime dans une zone stratégique et dangereuse. On va voir si une solution diplomatique est trouvée, ce serait mieux pour tout le monde que ça ne devienne pas le Far West. Heureusement, il n'a jamais été question d'éteindre carrément le phare, ses admirateurs pourront toujours l'entendre chanter la même mélodie et faire naufrager les papillons de leur jeunesse.